Alors bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nicolas Roux, je suis responsable pédagogique chez Mission CRPE et je vous accueille ce soir pour ce live donc intitulé Dernier conseil avant les écrits. Nous sommes à une semaine à peine, enfin un petit peu plus des épreuves d'admissibilité. Cette année, il y a eu une réforme qui est entrée en vigueur. J'imagine que vous devez être assez stressé, ce qui est plutôt légitime. Et du coup, plutôt que de vous donner un conseil où je vous dirais ben, ne stressez pas, parce que ça, on a tous entendu ce conseil quand on était stressé, on a tous trouvé ça extrêmement creux, je vais vous apporter des réponses concrètes. Et du coup, je laisserai la parole à nos trois enseignantes qui sont là ce soir et qui, elles, vont jouer ce rôle de vous rassurer et surtout de vous donner des conseils qui vont être très précieux pour les écrits. Donc, je vais d'abord les laisser se présenter. Agnès, je te passe la parole. Bonsoir tout le monde, donc je suis ravie de vous retrouver pour ce live concernant donc nos derniers conseils avant les écrits. Donc je suis Agnès Leclerc, professeure de mathématiques. J'interviens sur le site d'Aix-en-Provence pour les étudiants en présentiel et j'interviens également sur notre plateforme e-learning où je m'occupe donc de toute la partie mathématique, partie disciplinaire et partie didactique. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Merci Agnès. Ghislaine, Bonsoir tout le Bonjour. monde. Je m'appelle Ghislaine Choufani. Je suis professeure de linguistique sur le site de Bordeaux. Et je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions et que ça vous sera très utile. Voilà. Merci Ghislaine. Stéphanie. Bonsoir tout le monde, moi aussi je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, je m'appelle Stéphanie Acker, je suis maître formateur et chargée de cours à l'INSPE de Strasbourg et enseignante en distanciel et en présentiel en EMC pour Mission CRPE. Voilà. Merci Stéphanie. Donc, comme vous le voyez, on a trois enseignantes donc, qui représentent les trois matières d'admissibilité, donc qui vont pouvoir vous donner tous leurs conseils. J'en profite aussi pour vous dire que là, on commence une série de différents lives. On va vous donner différentes informations. La semaine prochaine, il y aura aussi des lives où nous allons corriger les épreuves écrites du CRPE. Alors, pour vous donner un petit peu le programme de ce soir, donc on va faire ça en 4 étapes. On va commencer tout d'abord par des conseils généraux, parce que puisqu'il y a évidemment des conseils transversaux qui s'appliquent à l'ensemble des matières écrites. Ensuite, on va se focaliser sur l'épreuve de mathématiques, donc ce sera Agnès, vous l'avez bien compris, qui va vous donner ses conseils. On enchaînera après avec l'épreuve de français. Et Ghislaine, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle a une belle expérience de préparation au CRPE et en échangeant avec elle, j'ai vu la qualité des conseils qu'elle va pouvoir vous donner. Donc, que ce soit en maths, en français, vous allez être extrêmement bien accompagné. Et on terminera par l'épreuve d'application sur lesquelles vous avez vu le profil de Stéphanie, donc professeure des écoles, maître formatrice et surtout qui prépare nos étudiants à cette nouvelle épreuve qui a posé beaucoup de questions cette année. Donc, qui va aussi formuler sur finalement cette partie qui va, à mon avis, être la plus difficile des épreuves écrites et surtout qui va faire la différence entre tout le monde, puisque les maths et les français, on connaît pas mal. Il y a eu des petites modifications, mais l'épreuve d'application est tout à fait nouvelle et surtout, elle porte sur ce qui vous pose généralement le plus de problèmes, on voit ça de notre expérience, c'est la didactique, parce qu'effectivement, c'est la partie la plus exigeante. Agnès, je te laisse continuer. Oui, alors, donc, concernant nos conseils généraux, donc ça concerne donc les 3 épreuves écrites. Donc, nous nous sommes mis d'accord avec mes collègues donc, concernant ces conseils généraux. Alors, premier conseil que nous vous donnons, c'est tout d'abord, quand vous avez le sujet entre les mains, c'est de lire la totalité du sujet. C'est de ne pas vous lancer tête baissée dans la résolution de telle ou telle partie ou de tel ou tel exercice, mais il faut vraiment que vous lisiez la totalité du sujet pour vous donner une idée en fait des compétences et des savoirs qui devront être mobilisés et pour vous donner donc une idée de la direction dans laquelle vous allez devoir vous diriger. Donc ça va être essentiel. Donc ne considérez pas ceci comme étant une perte de temps, loin de là.
Ensuite, deuxième chose, nous savons très bien que ce jour-là, vous êtes, on va dire, mangé, vous êtes paralysé par votre stress. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à gérer ce stress. Alors, n'hésitez pas à faire des exercices de respiration. Hein, si vous sentez que le cœur s'emballe, que ça ne va pas, etc., faites une pause de quelques minutes, faites des inspirations, des expirations afin de vous calmer. Donc, voilà, trouvez, donc ça va dépendre de chaque personne. Donc, trouvez votre petit truc à vous, en fait, pour réussir à vous calmer et à gérer donc ce fameux stress. Ensuite, votre deuxième ennemi sera le temps. La gestion du temps, ça c'est valable évidemment pour les 3 épreuves. Donc, il faudra avoir en permanence un œil sur votre montre de manière à gérer ce temps correctement. Ensuite, il va falloir pour les 3 épreuves veiller à la syntaxe et à l'orthographe parce que ça, ce sont vraiment des éléments sur lesquels on va, entre guillemets, vous attendre en tant que futur professeur des écoles. Hein. Ce sont des aspects essentiels de votre futur métier. Donc, il faudra vraiment être très vigilant à ceci. Et enfin, autre conseil, donc qui vaut pour les trois épreuves, vous ne devez mettre aucune couleur dans votre copie parce que ceci est considéré comme étant un signe distinctif. Donc, il faut vraiment que du début à la fin, vous écriviez avec le même stylo. Si vous soulignez, c'est avec le même stylo, etc. Donc, aucune couleur dans votre copie. Donc, ceci vaut pour donc aussi bien l'épreuve de maths que l'épreuve de français que l'épreuve d'application. Donc, voilà pour nos conseils généraux. Donc, maintenant, on va passer à ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, dans le sens où c'est là où j'interviens, donc l'épreuve de mathématiques. Alors, concernant l'épreuve de mathématiques, donc cette année, on a eu un seul sujet zéro pour l'épreuve de mathématiques concernant le nouveau concours. Alors, ce sujet zéro, en fait, nous laisse penser qu'il n'y aura pas de grande surprise concernant la partie disciplinaire, c'est-à-dire qu'a priori, on va avoir une épreuve qui va se présenter sous la forme de l'ancien concours, en fait, pour la partie disciplinaire. C'est-à-dire que vous aurez très certainement un exercice, donc un grand exercice avec plusieurs parties qui correspond finalement à la première partie de l'ancien concours. Et ensuite, ou mélanger, enfin ça ne va pas être forcément dans cet ordre-là, bien sûr, et vous aurez 4 autres exercices, a priori, indépendants les uns des autres, donc 4 autres exercices un peu plus courts. Donc, voilà ce que laisse supposer en fait le sujet zéro. Donc, pas de grande surprise pour l'épreuve de maths pour la partie disciplinaire. On va dire que des trois épreuves écrites, c'est celle où vous aurez normalement le moins de surprises. Alors, concernant, donc, à ne pas oublier. Donc, j'ai intitulé ceci « À ne pas oublier » parce que vous allez avoir, bien sûr, le matériel à prévoir. Alors, dans ce matériel, vous avez tout ce qui est instrument de tracé, bien sûr. Vous avez la règle, l'équerre, le compas et éventuellement un rapporteur, bien que cet instrument n'ait jamais été utilisé dans les années précédentes. J'interviens pour la préparation au CRPE depuis 2004, donc ça fait déjà un certain nombre d'années que je vois les sujets défiler sous mes yeux et il n'y a jamais eu un sujet qui demandait en fait l'emploi du rapporteur. Mais bon, on ne sait jamais, ayez quand même un rapporteur dans votre trousse au cas où. Concernant le compas, alors faites attention vraiment à avoir du matériel de qualité. Il faut vraiment que votre compas, vous le testiez avant. Si jamais vous avez acheté un nouveau compas, il ne faut pas qu'au moment où vous allez piquer la pointe de votre compas, que vous preniez votre écartement, que l'autre branche se mette à bouger, que votre tracé soit imprécis. Donc, il vous faut vraiment du matériel de bonne qualité et il faut que la mine de votre compas soit extrêmement bien taillée. Il ne faut pas que vos traits soient épais puisque si vous avez des constructions à faire, vous serez évalué sur la précision de vos tracés.
Donc, il vous faut vraiment des mines très bien taillées. Il faut que vous y pensiez donc la veille. Pareil pour vos crayons gris, crayons de papier, mais mine parfaitement taillée. Agnès, Ensuite, concernant la calculatrice. Alors, concernant la calculatrice, donc, si vous avez une calculatrice type collège, c'est très bien, c'est tout à fait suffisant. Et si vous avez une calculatrice graphique type lycée, donc attention, puisque depuis l'année dernière, donc, il faut que les calculatrices graphiques comme au bac aient un mode examen. C'est-à-dire que si vous avez une calculatrice graphique, en début d'épreuve, on va vous demander de mettre en route ce mode examen qui vous empêche en fait d'avoir accès à la mémoire de votre calculatrice. Donc, veillez à ce que vous ayez bien ce mode examen si jamais vous avez une ancienne calculatrice graphique, parce que les anciennes calculatrices graphiques n'ont pas ce mode en général. Donc, faites attention à ça. Vérifiez aussi les piles de votre calculatrice. Pour être sûr, pour éviter toute mauvaise surprise, à la limite, mettez des piles neuves la veille de l'épreuve. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, concernant la calculatrice. Agnès, je me Ensuite, permets de te couper. Oui. Il y a quelques questions par rapport au matériel. Il y a Julie notamment qui demande si c'est une nouvelle consigne de n'écrire qu'avec une couleur, puisqu'elle dit que l'année dernière, elle a été admissible. Elle avait utilisé un stylo rouge pour encadrer ses résultats en mathématiques. alors, je ne sais pas si mes collègues pourront répondre également. Alors, moi, il m'a toujours été rapporté qu'il ne devait y avoir aucun signe distinctif sur les copies et que les couleurs donc, sont considérées comme étant un signe distinctif et que la copie pouvait éventuellement être refusée à la correction. Donc, voilà, je ne sais pas, Ghislaine et Stéphanie. Moi, je donne toujours la même consigne, mais je ne sais pas si pour les mathématiques, s'il y a du dessin ou… Parce que là, j'ai Angélique qui dit dans la convocation, il est mentionné feutre et crayon de couleur. Alors, il y a eu, en fait, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où on leur demandait, en fait, dans un sujet, de repasser en couleur tel ou tel élément d'une construction, d'une figure. Donc là, ils devaient avoir des couleurs sous la main, donc on leur disait de repasser en bleu ou en rouge ou je ne sais plus tel élément de la figure. Voilà. Mais ça leur était demandé explicitement dans le sujet. Il y a même des questions qui sont assez pratiques et spécifiques. technique. Est-ce qu'une règle de 20 cm suffit? Oui, à mon avis, oui. Oui, je dirais oui. Moi, j'aurais tendance, comme toi, Agnès, à dire oui, dans le sens où déjà, si on imagine la taille des copies, Oui, au CRPE, je ne crois pas avoir vu des figures immenses à faire qui vont prendre toute une page. Donc, à mon avis, Claudia, ça répond tout à fait à ça. Et l'autre question, mais là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si on aura la capacité de vous répondre aussi facilement. La Casio FX 92 collège, est-ce qu'elle est bien acceptée? Moi, j'aurais tendance aussi à dire que oui, puisque c'est une calculatrice oui, collège. tout à Agnès, tu fait. confirmes? Je confirme. Hein. Ce qui n'est pas accepté, ce sont les calculatrices graphiques sans mode examen. Voilà. Et du coup, j'en profite aussi. Donc, il y a un conseil d'Émilie qui dit que 30 cm, c'est plus pratique. Émilie, qui a d'ailleurs fait une préparation chez Mission CRPE, que je salue au passage, et qui parle d'expérience. Donc, effectivement, on va peut-être mieux avoir un peu plus grand si vous voulez faire des tableaux pour la clarté de vos réponses. Et je profite d'ailleurs de cette petite aparté pour saluer la promo Saturne. J'ai vu que plusieurs étudiants de chez nous étaient là cette année. Donc, bonsoir à vous. Et voilà, je laisse Agnès poursuivre sur la partie des conseils. Alors, ensuite, autre conseil donc, à ne pas oublier. Donc, l'élément suivant, ça va être, alors, qui ne s'affiche encore pas encore, mais ça va être donc une très bonne dose de concentration. Voilà. Et ça va être un élément essentiel puisque très souvent, donc, dans les copies de concours blanc que je corrige, mes étudiants font des erreurs, on va dire, idiotes, dû à un manque de concentration et s'en mordent fortement les doigts après,
puisque vous savez que chaque dixième, voire chaque centième de point vaut de l'or au concours et peut vous valoir à la limite votre admissibilité. Donc, il faut vraiment que ce jour-là, vous soyez focus, concentré à 100% sur ce que vous lisez et sur ce que vous écrivez. Donc, voilà, lecture et écriture, concentration maximale. Donc, voilà pour tout ce qui est à ne pas oublier. Ensuite, concernant donc la stratégie, ce que je peux vous conseiller ici, ça va être, donc ça vaut que pour la partie mathématique, hein, puisque mes collègues ne vous donneront pas nécessairement les mêmes conseils, mais pour la partie mathématique, c'est qu'une fois que vous aurez lu donc la totalité du sujet, c'est de choisir en fait l'exercice par lequel vous allez commencer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous mettre en confiance, donc de choisir un exercice, un thème dans lequel vous vous sentez à l'aise, puisqu'il est essentiel qu'en début d'épreuve, en fait, vous vous mettiez en confiance pour la suite de l'épreuve. Mais attention, par contre, les exercices doivent se présenter nécessairement dans l'ordre du sujet. Donc, il faudra numéroter vos pages en fin d'épreuve. Donc, si vous décidez, par exemple, de commencer par l'exercice 2, donc il faudra laisser des pages blanches pour l'exercice 1. Et admettons que vous ayez laissé 3 pages blanches pour l'exercice 1 et qu'une fois que vous reveniez sur cet exercice, vous ne remplissiez que 2 pages blanches, que 2 pages pour cet exercice, la troisième page qui va rester blanche, vous la barrez. Vous barrez cette page, mais il faut que vos exercices se présentent impérativement dans l'ordre du sujet. Par contre, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir l'exercice par lequel vous allez commencer. Choisissez un thème dans lequel vous vous sentez à l'aise. Parce que si vous décidez de traiter l'épreuve impérativement dans l'ordre, et si vous commencez par quelque chose qui vous déstabilise, ça va être difficile par la suite, en fait, de reprendre confiance. Une fois que vous avez choisi quel exercice vous allez traiter, relisez une nouvelle fois cet exercice, c'est ça. Pourquoi? Afin de ne pas anticiper en fait sur des questions suivantes, c'est-à-dire que vous allez avoir une question à traiter et vous allez choisir une certaine procédure pour traiter cette question. Et il se peut très bien que la procédure que vous avez utilisée soit en fait une procédure attendue dans la question suivante. Donc, faites attention à ça, soyez vigilants à ça. Donc, lisez bien la totalité de l'exercice avant de le traiter pour ne pas anticiper, en fait, sur les questions suivantes et pour faire donc les bons choix de procédure. Donc, voilà en termes de stratégie ce que je peux vous conseiller. Maintenant, en termes de gestion du temps. Alors, gestion du temps, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va être vraiment votre grand ennemi, cette gestion du temps. Alors, si jamais vous avez un exercice, comme le laisse supposer le sujet 0, donc un grand exercice avec plusieurs parties, partie A, partie B, partie C, éventuellement partie D, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas passer plus de 1h15 en fait sur cet exercice. Tout comme en fait, c'est le conseil que je donnais pour l'ancienne mouture en fait du concours, hein, quand on avait la première partie qui se présentait donc en partie A, partie B, etc. C'est ce que je disais à mes étudiants, ne passez pas plus de 1h15, 1h20 sur cette partie-là. Donc pareil, si vous avez un grand exercice comme ça, n'y passez pas 2 heures, surtout n'y passez pas 2 heures. Surveillez votre montre. Ensuite, si vous vous retrouvez bloqué sur une question, donc pareil, ne restez pas bloqué, n'y passez pas une demi-heure. Alors, si vous bloquez, pensez à revenir en arrière parce que souvent les questions sont dépendantes les unes des autres. Hein, donc, il se peut très bien que ce qu'on vous a fait faire auparavant doit être utilisé dans la question où vous êtes bloqué. Donc, pensez à faire un retour en arrière. Si il n'y a rien qui se débloque, au bout de 5 minutes, s'il n'y a rien qui se débloque, vous passez à autre chose. Vous passez à la question suivante. Si dans la question suivante, vous aviez besoin du résultat
et que vous savez que, par exemple, si on vous demandait de démontrer que deux droites sont perpendiculaires, que vous n'y êtes pas arrivé, que vous avez besoin de ceci dans la question que vous allez traiter, à ce moment-là, au début, vous allez dire, vous allez écrire, donc on admet que les droites, par exemple AB et CD, sont perpendiculaires et vous traitez votre question. Donc vous admettez en fait ce que vous n'avez pas réussi à démontrer. Donc voilà, en termes de gestion du temps. Donc ne pas perdre, en fait, si je résume tout, c'est ne pas perdre de temps. Voilà. Ensuite, concernant la géométrie, donc si vous avez des exercices de géométrie, donc si vous avez des constructions, si vous avez, bon, souvent dans un exercice de géométrie va être représenté en fait par une figure, donc soit la figure est faite sur le sujet, soit on vous demande de la construire sur la copie, soit on ne vous demande rien. Donc, si on ne vous demande pas de construire la figure, ne la faites pas sur votre copie, puisque si on ne vous la demande pas, ça veut dire qu'elle ne sera pas évaluée, cette figure. Donc, ne perdez pas du temps à la faire, parce que si vous la faites sur la copie, ça veut dire que vous devez la faire proprement, donc ça va vous prendre du temps. Donc, vous la faites uniquement si on vous la demande. Par contre, il est impératif, bien sûr, que vous la fassiez au brouillon à main levée, pour vous aider dans vos raisonnements déductifs. Ça va être impératif d'avoir la figure sous les yeux. Donc, si vous avez à réaliser la figure, attention aux soins que vous allez apporter, à la précision de vos tracés, puisqu'on attend de vous, en tant que futur professeur des écoles, que vous-même, vous soyez rigoureux avec vos élèves en termes de précision des tracés. Donc, il faudra que vous montriez que vous-même que vous êtes, je vais y arriver, précis et soigneux dans ce que vous faites. Ensuite, concernant les instruments. Alors, s'il n'y a aucun instrument de mentionner dans la consigne, moi, je conseille toujours de faire les constructions à la règle et au compas, c'est-à-dire sans l'équerre. Pourquoi? Parce que ce sont les constructions à la règle et au compas qui sont le plus précises. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ensuite, n'oubliez pas de coder aussi, de faire un codage, donc de coder vos figures, hein, parce que ça va permettre au correcteur de bien voir que vous avez bien compris en fait ce qui vous est demandé. Et ce codage aussi va vous aider, vous, pour vos raisonnements déductifs, pour mettre en place donc les théorèmes et les définitions que vous allez utiliser. Et ces théorèmes et définitions que vous allez utiliser, il faut aussi que vous les citiez sur votre copie, sauf bon, le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Pythagore, on ne va pas l'énoncer, on va simplement dire le triangle ABC, rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Pour le théorème de Thalès, donc il faut bien mentionner toutes les conditions du théorème de Thalès pour pouvoir l'appliquer. Mais si vous avez à utiliser, par exemple, le théorème de la droite des milieux, donc là, par contre, citez ce théorème. Donc, citez le théorème. Si le théorème porte un nom, citez le nom du théorème. Citez aussi les définitions que vous utilisez. On attend de vous, en fait, que vous soyez très rigoureux. C'est vraiment ce qu'on attend de votre part, puisque cette rigueur-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on attend de vous, en tant que futur professeur des écoles, que vous soyez vous-même en attente d'une certaine rigueur de la part de vos élèves. Donc, voilà pour la partie géométrie. Ensuite, pour la partie algèbre. Alors, pour la partie algèbre, donc souvent, on a des inconnus à utiliser. Donc, si ces inconnus ne sont pas définis dans la consigne, il faut impérativement que vous définissiez les inconnus que vous utilisez, que vous expliquiez ce que représente l'inconnu que vous utilisez. C'est impératif. Ensuite, lors de vos calculs, donc on attend toujours que votre résultat final soit une valeur exacte.
Après, dans la consigne, on va éventuellement vous demander donc de donner un arrondi ou une valeur approchée. Mais cet arrondi ou cette valeur approchée, vous allez le donner à partir de la valeur exacte que vous avez obtenue. Donc, n'injectez pas, si vous avez des calculs à faire en plusieurs étapes, n'injectez pas d'arrondi dans vos calculs parce que plus vous allez injecter d'arrondi, plus votre résultat final, en fait, s'éloignera de la réalité et du résultat attendu. Et si on vous demande un arrondi, faites bien attention aussi à respecter la convention des arrondis, c'est-à-dire que jusqu'à 4, on va arrondir en dessous, et à partir de 5, on va arrondir au-dessus. Donc, respectez bien aussi ces conventions-là. N'oubliez pas aussi, ça j'aurais pu le dire pour la partie géométrique, n'oubliez pas aussi de faire une phrase de conclusion. Quand vous, à la fin de votre question, une fois que vous avez fini de traiter votre question, et faites attention aussi à produire des écritures mathématiquement correctes. Alors, si je reprends l'exemple de l'arrondi, par exemple, bon, je vous donne un exemple connu, facile, enfin, la valeur pi, on sait que pi est environ égal à 3,14. Alors, ne mettez pas pi égale 3,14 parce que là, il y a un usage abusif du signe égal et vous serez pénalisé. Donc, il faut mettre pi environ avec le signe environ 3,14. Donc, faites attention à ceci. Tout comme dans la partie géométrie, il y a une erreur que je retrouve très souvent dans les copies. Si vous avez donc à exprimer une distance entre deux points, très souvent, je retrouve dans les copies donc le segment AB, donc AB noté entre crochets, donc segment égale 10 cm. Donc cette écriture-là est mathématiquement incorrecte puisque un segment est un objet. Et là, on vous parle d'une distance, donc d'une distance entre deux points. Un segment n'est pas une distance. Et la distance entre deux points, donc, se note sans rien. Donc, vous allez noter AB sans rien, sans crochet, sans parenthèse, égale, etc. Pareil pour la partie géométrie, j'aurais pu le préciser. Ne parlez pas non plus du milieu d'une droite, puisque une droite est infinie et n'a donc pas de milieu. On parle toujours du milieu d'un segment. Donc, faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Faites attention aussi en termes de vocabulaire, il y a une erreur fréquente en termes de vocabulaire, c'est la confusion entre chiffres et nombres. C'est-à-dire que très souvent dans la vie courante, on utilise le mot chiffre en fait pour et on l'entend très souvent dans les médias aussi, hein, le chiffre du chômage, etc. Enfin, des exemples comme ça. Or que non, ce sont des nombres. Donc, vous-même, il faut que vous maîtrisiez ce vocabulaire puisque c'est quelque chose que vous êtes destiné à enseigner. Il faudra que vos élèves eux-mêmes fassent la distinction entre chiffres et nombres. Donc, faites attention aussi à ceci, donc au vocabulaire que vous utilisez. Et j'arrive à ma conclusion. Donc, conclusion, il faut absolument que vous justifiez ce que vous faites. Donc, même si cela ne vous est pas explicitement demandé dans la consigne, vous ne justifiez pas uniquement si cela est dit dans la consigne. S'il n'y a rien de spécifié dans la consigne, on attend toujours une justification. Et faites attention à l'aspect rédactionnel. Ce n'est pas parce que ce sont des maths qu'on ne va pas rédiger. L'aspect rédactionnel est très important en maths et c'est souvent, très souvent, cet aspect-là qui va faire la différence entre les candidats. Donc, il faut vraiment que vous rédigiez, que vous fassiez des phrases de conclusion pour vous démarquer, en fait, par rapport aux autres candidats. Et le dernier point essentiel, c'est qu'il faut que vous vous fassiez confiance. Et ça va être le plus important. Et n'oubliez pas que la première idée est souvent la bonne. Donc, si vous avez une première idée et si vous commencez à douter, revenez sur votre première idée parce que souvent, comme je vous l'ai dit, c'est la bonne. Et il faut vous faire confiance. Ça va être le point essentiel aussi ce jour-là. Voilà. Donc, j'ai terminé l'ensemble de mes conseils. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Et il y a des questions, Agnès, vraiment sérieuses. En
enfin sérieuse, à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre. Est-ce qu'il faut, alors c'est Claudia qui demande, est-ce qu'il faut numéroter les pages blanches, ces fameuses pages barrées? Oui, il faut les numéroter puisqu'elles font partie de votre copie finalement. Oui, oui, il faut les numéroter, les pages blanches, tout à fait. Alors, est-ce que de Maïlis qui demande, est-ce que aux écrits, on peut faire une copie par exercice? Ou bien on a un nombre restreint? Enfin, je pense que c'est beaucoup On de n'a pas papier. un nombre restreint de pages, c'est ça, je pense. C'est ça. On n'a pas, non, on n'a pas un nombre restreint de pages, pas du tout. Vaut mieux D'accord? Donc, vous peut-être pouvez même pas. très bien prendre une page blanche par exercice, tout à fait, tout à fait. Oui, Voilà. oui. Il n'y Alors, a pas d'autres questions? Alors, il y a un message qui est arrivé. J'aimerais que vous soyez de mon oreillette le jour. Oui, c'est Jennifer. Jennifer qui voudrait vous avoir dans son oreillette. Oui, Jennifer, je sais. Mais je serai vers vous par la pensée très fortement ce jour-là. Angélique pose la question, dans un exercice de probastat, si on ne nous demande pas la forme du résultat, doit-on privilégier une fraction, pourcentage ou en nombre? Alors, si c'est une proba, il faut que ce soit un nombre compris entre 0 et 1. Or, ce nombre peut être exprimé sous la forme d'une fraction, ou si c'est un nombre décimal, vous pouvez l'exprimer aussi sous la forme d'une écriture à virgule. Il n'y a pas de souci. Mais si on ne vous demande pas de pourcentage, si on vous demande une probabilité, il faut impérativement que ce soit un nombre entre 0 et 1. Eh bien, Perrine demande, pour le théorème de Thalès, doit-on systématiquement mentionner les points alignés? Alors, pour le théorème de Thalès, donc l'alignement des points, en fait, est à mentionner pour la réciproque du théorème de Thalès. Pour le théorème de Thalès, vous allez dire que les droites, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, parce que j'essaye de me faire une figure en même temps dans la tête. Vous allez dire, par exemple, que les droites AB et BC sont séquentes en B. Vous allez dire que le point C donc, appartient à la droite AB est distinct de A et de B, que le point D appartient à la droite AC, il est distinct de A et de C. Les droites AC et BD sont parallèles. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a. Mais vous ne parlez pas de l'alignement des points. L'alignement des points, c'est pour la réciproque du théorème de Thalès. Dernière question, toujours. Enfin, ce n'est pas une question, mais Nadia souhaiterait également que vous soyez avec elle, je suppose. Mais je serai avec vous par la pensée. Voilà, ça c'est certain. C'est certain. Je vous enverrai plein d'ondes positives. Voilà. Voilà. Très Bon, bien. ben, on va enchaîner sur le français. On va enchaîner sur le français. Voilà. Donc, alors, pour le français, bien que Agnès ait donné des conseils généraux, il y a des conseils généraux spécifiques aux Français. Le conseil le plus pertinent, c'est lisez attentivement le texte. Le texte doit être, il est court. Autrefois, il y avait 3 à 4 textes, un corpus qui obligeait bien sûr à avoir une lecture beaucoup plus rapide, même avec 4 heures. C'est-à-dire que avec un texte unique qui n'est pas forcément très long, il vaut mieux vous appliquer à une lecture parfaite. L'idée, c'est que vous ayez le fond du texte, de connaître sa structure narrative, de savoir comment il est organisé, comment l'auteur a mis en place ses paragraphes. Tout ceci doit se faire rapidement, hein. C'est une affaire qui tourne autour de 15 minutes. Vous devez bien entendu essayer de repérer aussi la situation d'énonciation, qui parle, l'auteur, est-il un auteur omniscient, est-ce qu'il s'agit d'une autobiographie, etc., etc.
et connaître aussi le cadre spatio-temporel et bien entendu repérer les temps, les valeurs des temps. Voilà, est-ce que c'est écrit au passé, est-ce que c'est du passé simple, est-ce que c'est de l'imparfait, etc., etc. Enfin, tout ceci doit vous amener à une lecture très pointue du texte et de parcourir également les questions, c'est-à-dire à la limite d'avoir lu les questions et reprendre le texte pour pouvoir repréciser tout cela. Vous devez également repérer les mots, les phrases, les paragraphes extraits des questions. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que vous allez les citer sur le document et vous n'aurez plus qu'à y revenir progressivement chaque fois que vous avez besoin d'y retourner. Ensuite, vous allez bien sûr les souligner et arriver à les repérer de manière beaucoup plus structurée. Ensuite, je vous propose simplement de répondre aux questions dans l'ordre, c'est-à-dire c'est un choix. Vous devez faire le choix, c'est presque un choix obligé, vous devez faire le choix de répondre dans l'ordre, simplement parce que en français, dans la partie français, tout est lié au texte. Donc, vous serez amené, par exemple, dans la partie linguistique, vous allez avoir des questions tout à fait précises, très techniques sur le texte, mais ça va vous amener progressivement aux questions suivantes. Donc, il y a une sorte d'enchaînement dans les questions, une sorte de progression que vous devez essayer de maintenir pour pouvoir répondre le plus justement possible. Vous devez faire bien sûr une relecture primordiale, bien sûr, pour éviter les fautes, beaucoup trop de fautes. Et Agnès l'a signifié tout à l'heure dans la partie mathématique, qu'il s'agisse de n'importe quelle matière, ce sont des CRPE, de futurs enseignants, donc on ne pardonne pas facilement la faute. Voilà, la faute est rédhibitoire. Quand un examinateur rencontre des fautes et qu'il est obligé de les signaler à chaque fois, ça donne déjà une image pas très positive du reste. Alors, on va commencer par la partie étude de la langue. Vous savez qu'à peu près, nous avons un nombre précis de questions, 3, peut-être 4. Quelquefois, on peut aller à 5 si ça n'est pas très, ça ne demande pas énormément de temps de réflexion. Alors, là encore, on vous demande de lire parfaitement l'énoncé, tout simplement parce que on va à la précipitation, on essaie de retenir qu'on nous a demandé nature et fonction de tel ou tel mot, donc on y va tête baissée, et ça, c'est quelquefois, les retours ne sont pas bons. Donc, il faut effectivement bien lire votre énoncé. Est-ce qu'on vous demande de relever les natures et les fonctions, ou bien on peut vous demander dans un exercice les natures, dans un autre les fonctions. Bon, ça peut arriver, c'est arrivé quelquefois. Donc, je ne sais pas dans cette nouvelle réforme si on va avoir un exercice où on pourra avoir les natures et les fonctions dans un même exercice. Donc, il faut lire l'énoncé. Quelquefois, il faut même lire l'ensemble de la phrase, voire la phrase précédente, tout simplement parce que quand on vous demande de donner la nature et la fonction d'un mot ou donner la nature ou la fonction d'une proposition, à ce moment-là, cette proposition est dans une chaîne. Donc, vous devez au préalable connaître, bien comprendre la phrase et bien comprendre les constituants de cette phrase pour pouvoir en extraire une partie ou même un seul mot et pouvoir l'analyser. Alors, vous voyez bien que dans certains des concours, c'est un seul mot. Les élèves, la plupart du temps, vont aller vers la fonction de tout le groupe de mots. Et ça, c'est très négatif. Donc, il vaut mieux
relire votre phrase, relire l'ensemble de la phrase et essayer de repérer la nature et la fonction du groupe ou du mot. Là encore, c'est le même principe, c'est répondre strictement à la partie sélectionnée. Vous devez, bien entendu, revenir sur un seul point. On vous a demandé de relever, par exemple, tel mot, vous devez en donner la nature, vous donnez la nature de ce mot strictement. La nature de toute une proposition strictement. La nature d'un groupe prépositionnel, oui. Si dans le groupe prépositionnel, on vous demande de sélectionner juste le noyau, vous sélectionnerez juste le noyau. Voilà, il ne faut pas aller au-delà. Alors, ce que je peux dire, c'est que la correction des copies m'amène souvent à avoir du mal à corriger, simplement parce que les élèves vont lister les réponses. Et ça, je vais vous demander de préférer le tableau, par exemple pour les natures et les fonctions, vous faites un tableau avec 3 entrées où vous notez le mot, le groupe de mots, sa nature et sa fonction. Vous faites la même chose pour les propositions, pour les verbes, quelquefois même pour les mots invariables. Il faut mettre en place un tableau, c'est beaucoup plus agréable et puis aussi beaucoup plus facile à la composition. Vous n'aurez pas à revenir à la ligne à chaque fois pour savoir si vous avez énoncé ou pas. Donc faites un tableau assez simple, le plus simple du monde. Organisez vos réponses sous forme de tableau. Alors, dans la partie lexique, c'est pratiquement tout ce qui est lié à la compréhension des mots ou leur définition. Alors, je vous donne ici, donner de préférence, donner la nature du mot, qu'il s'agisse de définition ou de formation. Il faut absolument commencer par dire, voilà, donc nous traitons tel mot. C'est un verbe, c'est un adverbe, c'est un adjectif verbal, c'est un participe passé. Enfin, il faut donner sa nature comme sous forme de présentation. Donc, vous devez bien entendu simplement organiser votre affaire sur ce plan-là. Quand vous avez, par exemple, la formation d'un mot, vous savez bien que la nature d'un mot est primordiale, tout simplement parce que quand vous découpez un mot en radical et en ajoutant les affixes qui vont avec, eh bien, vous changez quelquefois de nature du mot, et la plupart du temps d'ailleurs. Et à ce moment-là, il faudra à chaque coupure dire que vous partez par exemple d'un nom, puis il devient un adjectif, et puis fatalement, il devient un adverbe. Et il faut à chaque fois le signifier. Et sachez que cette partie doit être rédigée. Alors, le listage, là aussi, si vous pouvez ne pas lister, ça serait vraiment très, très bien. Alors, quand il s'agit d'expression, ayez le réflexe très rapide d'aller vers les figures de style parce que, en général, on ne sélectionnera une expression que si elle a un point fort. Et ce point fort, c'est souvent la figure de style qui peut apporter la réponse attendue. Bien sûr, tâchez d'être juste, tâchez d'être de la visée juste, quoi, la figure de style. Donc, il faut revenir un petit peu sur une petite révision rapide, un petit coup d'œil assez rapide aux figures de style les plus communes. On ne va pas vous demander de chercher des figures de style improbables. Souvent, elles sont tout à fait à votre portée. Alors, voilà, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, cette partie de lexique doit être absolument rédigée. Le listage est vraiment, vraiment, vraiment à éviter. D'abord parce que ça ne donne pas une approche complète, homogène, ça donne des points que l'on peut rassembler. Donc, si vous pouvez rédiger
si vous pouvez, vous devez rédiger, pardon, vous devez absolument rédiger cette partie et lui donner un ensemble homogène et tout à fait conforme à la question. Quand on vous demande, par exemple, dans cette partie d'expliquer ou de donner une approche de telle ou telle attitude ou tel sentiment, eh bien, il faut être capable de rédiger. Il faut également, et je ne l'ai pas noté, il faut absolument citer le texte. Le texte est vraiment très important, il est au cœur de toute la partie français, donc il faut absolument le citer. Quand il s'agit des expressions, il faut bien sûr reprendre l'expression que vous avez à définir, mais vous devez également essayer de justifier pourquoi est-ce qu'il y a ce choix, pourquoi est-ce que l'auteur utilise cette figure pour exprimer tel ou tel sentiment, telle ou telle attitude ou telle perception. Enfin, la dernière partie, c'est la partie réflexion et développement. Alors, en général, ce n'est pas une partie qui peut paraître complexe. Il faut absolument lire et comprendre les enjeux de la problématique. Il faut essayer de vraiment d'être très appliqué dans la compréhension de l'énoncé. Qu'est-ce qui est demandé? Pourquoi cette problématique? Quels sont les mots-clés de cette problématique et qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc, le texte doit être exploité à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il doit être exploité dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion. Vous devez vous appliquer à la composition de l'introduction en étapes. Vous devez amener le sujet, vous devez avoir une phrase d'accroche si possible. Une phrase d'accroche, il faut qu'elle soit assez simple, il ne faut pas non plus qu'il y ait une recherche trop pointue, sinon vous risquez d'empiéter ou de dévier votre problématique. Vous avez les mouvements littéraires qui sont là pour vous aider, par exemple, à situer l'œuvre dans une période littéraire, dans un mouvement, avec bien sûr ses caractéristiques, et vous pouvez démarrer comme ça, vous pouvez démarrer sur l'époque, sur le mouvement, etc. Et vous devez progressivement arriver jusqu'au sujet. Vous devez arriver au sujet, vous devez le présenter. Vous devez absolument présenter le texte pour pouvoir énoncer ce que vous allez entreprendre. Vous devez effectivement, en partie suivante, vous devez faire votre problématique, vous devez à peu près la modifier, mais rester dans les clous. Vous ne pouvez pas apporter trop de modifications, ne prenez pas non plus trop de risques et restez dans une approche assez similaire. Et enfin, vous devez mettre en place le plan. Nombre d'introductions sont incomplètes et elles sont le reflet, bien sûr, de votre travail. L'examinateur débute par une introduction qui peut quelquefois ne pas être parfaite, mais il faut qu'elle soit quand même complète. Il faut que j'amène le sujet, je travaille ma problématique, j'annonce mon plan, et ça, c'est absolument primordial. Dans le développement, vous devez respecter le plan énoncé. Vous ne pouvez pas dévier de votre plan. Bien sûr, vous avez la possibilité de revenir dessus, bien entendu, mais il faut être il faut respecter votre plan. C'est comme ça que vous l'avez annoncé. Sinon, vous êtes dans des digressions et ça vous fait perdre du temps. Et quelquefois, vous prenez aussi énormément de risques. Donc, respectez le plan que vous avez énoncé et bien entendu revenir sans arrêt sur le texte et le citer. Néanmoins, on vous demande de vous servir de vos lectures et de vos expériences personnelles. Enfin, la conclusion,
c'est le lieu de la synthèse des idées que vous avez développées. C'est même un exercice incontournable, car grâce à la conclusion, si vous la faites correctement, c'est-à-dire si vous faites une synthèse des idées que vous avez développées, vous avez la possibilité de percevoir les erreurs, de percevoir les digressions que vous avez faites ou de vous dire, tiens, zut, comment ça se fait, j'ai oublié de parler du texte. Nombre de copies que j'ai corrigées n'ont pas du tout évoqué le texte. Pour elles, on avait travaillé dans l'introduction, on l'avait cité dans une première partie du développement, donc ça ne sert plus à rien, on a quitté le texte, eh bien, c'est une erreur. Il faut absolument revenir, dire voilà, nous avons évoqué ça, nous avons évoqué ce point, nous avons évoqué ceci, cela, et parmi les points que vous avez évoqués, vous avez le texte que vous devez remettre dans votre conclusion. Enfin, vous devez, dans cette conclusion, arriver à donner une réponse à votre problématique. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse attendue. Hein. De toute façon, vous avez travaillé pour évoquer plusieurs points, donc vous pouvez rester sur cette approche. L'ouverture, vous pouvez en faire une à la condition, bien sûr, qu'elle soit pertinente. C'est ce qui est gênant dans l'ouverture, c'est de vouloir en faire une à tous les coups et pourtant, elle peut ne pas être forcément pertinente. Enfin, avant de remettre votre copie, ce sont que des éléments nécessaires, mais tout à fait techniques. Il faut prendre le temps de la relecture, ne serait-ce que pour corriger vos fautes. Mettre de la ponctuation, ce qui vous échappe complètement. Vous écrivez à main levée et forcément vos phrases font des kilomètres et des kilomètres et l'examinateur ne sait même plus d'ailleurs d'où vous êtes parti. Personnellement, je suis obligée quelquefois de relire le paragraphe parce que je ne sais pas où j'en suis. Vous devez éviter les ratures et je pense que vous pouvez quand même utiliser du blanco, mais que ce soit du blanco souris, hein, ça doit être très très propre. La copie d'un professeur des écoles doit être propre et sans faute. Et puis enfin, assurez-vous d'avoir rempli la partie identité. Quelquefois, et Agnès l'a bien rappelé, numéroter bien entendu vos copies, c'est très important. Mais aussi remplissez correctement vos noms et tout ce qui vous est demandé, les numéros, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je réponds tout de suite à une question de Raymond qui me dit, peut-on utiliser un… Alors, je remets ma question. Peut-on à friction? Bien sûr que non. Il est interdit, bien entendu, vous ne pouvez pas utiliser ce type de stylo. Sachez que les interdits ou les permis au concours sont les mêmes que celles du bac. Vous avez passé le bac, il était effectivement interdit d'utiliser des stylos friction. Il est interdit de marquer sa copie, il est interdit… par exemple, dans une copie de français, il est interdit de souligner en couleur. Alors, vous pouvez souligner, mais gardez votre stylo. En mathématiques, c'est autre chose. Mais en français, non. Vous pouvez encadrer, vous utilisez ce que vous avez comme stylo, ça suffit largement. Le stylo à plume est accepté, bien entendu. Pas de problème. Je remonte un petit peu. Il faut couper les… Il n'y a pas de question, Gisèle. Il n'y a pas eu de question. Non. J'ai un nouveau message, deux messages, c'est les affaires de stylo. Ça gêne, ça gêne. Allez, rassurez-vous, l'idée, c'est d'être le plus propre possible. Voilà ce qu'on demande. Voilà. Il y a une question d'Angélique, là. Alors, Angélique me dit, bon, en cas de citation d'œuvres littéraires dans la société, est-ce pénalisant?
De non-citation. Ah, de non-citation, non, c'est pas pénalisant. Mais par contre, si vous ne citez pas votre texte, vous voyez, parce que les œuvres littéraires, d'abord, vous pouvez, hein, si vous l'avez en mémoire, on les connaît maintenant, vous n'allez pas aller chercher une citation. D'abord, vous pouvez prendre le risque de ne pas la citer correctement. Ça, je m'en rends compte très, très souvent. Et comme je dis, si elle n'y est pas, je dis, tiens, il n'y a pas, c'est pas grave. Mais si elle y est et qu'elle est fautive, je dis, alors zut, vous comprenez? Donc, il vaut mieux non. Mais par contre, citer le texte, il faut vraiment, 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 vraiment citer le texte. C'est très, très important. Le texte est très court. Donc, voilà, allez à la citation du texte. Soyez très juste, soyez le plus correct possible et n'écrivez pas énormément. Écrivez. Vous avez quand même 1 heure pour faire la grammaire, enfin la linguistique, et vous avez 2 heures pour faire la 3e partie. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous donne l'essentiel à mettre en place. Alors, je rebondis juste, il y a Céline qui demande pourquoi pas les stylos à friction. C'est à cause de la numérisation. Parce que ça s'efface. Voilà, ça s'efface. Voilà, il faut un stylo qui ne bougera pas. Voilà. Alors effectivement, le stylo plume, on peut l'effacer avec un effaceur, mais c'est visible. La friction, non, c'est pas visible. C'est vraiment interdit. Hein. Donc on va pas chipoter dessus. On va dire que c'est interdit. La friction, le stylo à friction. Prenez un stylo bleu, noir, voilà. Et il y avait encore une question de Julie qui disait sur certaines corrections de sujets, des références à d'autres œuvres littéraires et même des films étaient faites. C'est possible pour les films. Est-ce possible pour les films? Bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr, il faut que ce soit aussi une citation connue. Voilà, donc bien sûr, on peut l'utiliser. On vous dit, si vous lisez bien votre énoncé, on vous demande vos connaissances, de ce que vous avez rencontré, de ce que vous avez lu, de ce que vous savez. Alors, la petite mention que j'ai juste à vous ajouter, que je n'ai pas mise sur le PowerPoint, c'est que ce qui est intéressant, c'est de faire intervenir, par exemple, l'éducation nationale, faire intervenir l'enseignement, ce à quoi vous êtes voué. Simplement parce que ça peut donner un poids pertinent à vos approches. Et on va répondre à une dernière question avant de laisser la place à Stéphanie. Il y a Perrine qui demande, doit-on mentionner au début de notre copie que nous utilisons la nouvelle terminologie pour nos analyses? Alors, pas au début de votre copie, mais par exemple, vous pouvez, si vous vous trouvez, par exemple, dans l'analyse, par exemple, des types de phrases, des types ou des formes de phrases, de mentionner qu'effectivement, l'exclamative, par exemple, avant 2020, elle était dans les types, ensuite elle est passée dans les formes. Bon, ça c'est faisable. Après, il n'y a plus rien, tout le reste est assez précis. Voilà. Donc, j'ai une culture générale, oui, ça, dans le G0, les consignes indiquent citer nos lectures et nos... Alors, ce qu'on va peut-être faire, Ghislaine, on va laisser la place à Stéphanie parce qu'il y a 2-3 questions qui sont arrivées et puis je te laisse répondre par le chat. Très bien. Merci. Excuse-moi, Stéphanie, je me suis laissée aller à... Je réponds au chat. Non, c'est important. Donc voilà, alors on va passer maintenant à la partie épreuve d'application. Donc, je vais donner des conseils généraux pour l'ensemble de l'épreuve d'application, l'ensemble des domaines qui sont concernés. Je ne vais absolument pas être spécifique, mais essayer de rester dans le général. Donc, encore une fois, pour les conseils généraux, donc je vais revenir sur ce que disaient Agnès et Ghislaine et vous demander de lire le sujet en intégralité.
Je prends l'exemple des domaines histoire, géo, EMC. On a souvent des sujets qui sont liés entre l'histoire et l'EMC ou l'histoire et la géo. Donc, prenez dès le départ connaissance du sujet en entier pour savoir un petit peu vers quoi on veut vous emmener. Ensuite, prenez connaissance des éléments du dossier. Et pour ça, je vais même aller un peu plus loin. Vous pouvez apporter un surligneur. Le dossier vous appartient, il fait partie du sujet. Donc, vous pouvez très bien surligner dans le dossier, dans les documents, les différents documents, les éléments qui vous paraissent importants. Voilà, si vous n'avez pas le temps de prendre de notes, ce qui serait bien aussi, que vous puissiez prendre quelques notes sur les documents, prenez au moins le temps de surligner les phrases qui vous semblent importantes. Ensuite, si les points ne sont pas donnés, ça a été le cas dans le sujet 0, essayez d'estimer les points qui sont attribués aux différentes questions en fonction de la densité, on va dire, de la réponse qui est attendue, de façon à concrètement ne pas perdre trop de temps sur une question théorique qui pourrait peut-être amener à vous apporter moins de points qu'une question pratique, et de façon à gérer votre temps de la façon en fait la plus efficiente possible. Ensuite, planifiez votre travail, comme dans les 2 autres épreuves, en mathématiques et en français. Essayez de voir dans quel ordre vous allez traiter les questions, par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous allez commencer par ce qui vous apparaît ayant le plus d'impact sur la note, c'est-à-dire le plus de points, ou est-ce que vous allez commencer par ce qui vous paraît le plus familier, qui va vous mettre en confiance, en sachant que dans les sujets 0 qu'on a à disposition, il y a quand même une progressivité qui est faite entre au moins la partie théorique et la partie pratique de chacune des composantes. Donc voilà, tenez bien compte de ça. Et ensuite, soignez la forme. On va le redire une 3e fois, et je pense que c'est très important. Au niveau de la forme, que ce soit l'écriture, Ghislaine l'a très bien dit, on attend de vous, en tant que futur professeur des écoles, de soigner vos copies, que votre écriture soit à minima lisible et que surtout, il y ait le moins de fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe possible. Je vais aller plus loin encore que Ghislaine. Dans la correction de ce type de copie, ça peut être très rédhibitoire pour un correcteur de se retrouver en face de copies qui seraient ponctuées de fautes et qui finalement pourraient amener le correcteur à se concentrer davantage sur la partie forme que sur la partie fond. Et ce serait vraiment dommage. Et pour cela, planifiez bien votre travail de façon à avoir le temps nécessaire de la relecture. Alors, on va revenir sur la partie théorique, puisque l'épreuve d'application est en 2 points, une partie théorique puis une partie pratique pour chacune des composantes. Donc, relisez bien la question. Trop de fois dans les concours blancs que j'ai pu corriger, j'ai pu me rendre compte, et mes collègues également, que la question n'avait pas été suffisamment lue ou suffisamment précisément, et du coup vous risquez le hors-sujet, ce qui est vraiment dommage. Alors prenez vraiment le temps de la relecture de la question. Ensuite, soyez concis et exhaustif. Ne noyez pas votre réponse au sein d'une dissertation ou d'un texte qui serait trop long et dans lequel le correcteur aurait du mal à aller rechercher les informations qui sont attendues pour répondre à la question. Donc, essayez de répondre avec un maximum d'exhaustivité, mais en étant le plus concis possible. On sait très bien que l'écriture prend beaucoup de temps et que en étant concis, vous gagnerez aussi en temps et en clarté pour le correcteur. Ensuite, soyez stratège. Si vous vous rendez compte que sur la partie théorique, on n'y est pas tout à fait, que c'est quelque chose que vous connaissez mais que vous ne maîtrisez pas complètement, essayez de ne pas perdre de temps à répondre quand même en vous appuyant sur le document et en allant chercher des indices dans le document. De toute façon, ça se sent. Si vous n'avez pas d'informations supplémentaires, évidemment, répondez à la question, mais ne passez pas trop de temps, encore une fois, d'un point de vue stratégique, à essayer de broder, on va dire, autour de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Voilà. Ensuite, on va passer
sur la partie didactique. Alors, comme Nicolas l'a dit en introduction, on est assez convaincu que cette épreuve d'application va faire la différence entre les candidats. Pourquoi? Parce que c'est la seule épreuve où la partie didactique est attendue. Et donc, c'est la seule épreuve où finalement, vous êtes en mesure de montrer quelle est votre préconnaissance, on va dire ça, du métier d'enseignant. Donc, à partir de là, essayez de soigner cette partie didactique et de montrer le plus possible votre professionnalisme, on va dire, votre pré-professionnalisme par rapport à ce métier. Alors, commencez par introduire les documents. Trop souvent, dans les concours blancs, vous n'introduisez pas les documents et ça vous fait perdre des points. Vous avez des documents qui vous sont proposés dans le dossier, qu'on vous demande d'utiliser ou qu'on vous demande de choisir en vue d'être utilisés pour la préparation de séquences ou de séances pour les élèves. Pensez à les introduire. Ne partez pas en questions didactiques et hop, avec marqué tout de suite la séance fera 45 minutes, etc. etc. Non, commencez par introduire les documents. Ça vous permet aussi à vous de rentrer plus précisément et plus en profondeur dans le sujet. Ensuite, lorsque vous présentez une séquence, alors citez tout ce qu'il est nécessaire de citer. Donc, a priori, les programmes vous seront donnés. Donc, citez les compétences des programmes. Montrez votre capacité à aller chercher dans les programmes les compétences dont vous avez besoin. Citez les objectifs. Alors, pour une séquence, on va en choisir un objectif principal, ce sera suffisant. Et ensuite, un objectif par séance. Et ensuite, citez le lien avec le socle commun. Démontrez que vous êtes en pleine connaissance de tous ces outils dont se servent les professeurs des écoles pour préparer la classe. Ensuite, assurez-vous de structurer la séance. Alors, trop souvent, on voit des copies avec marqué partie 1, partie 2, partie 3. Les phases de séance sont importantes. Elles ont du sens et elles donnent une structure à votre séance. Leur connaissance vous permettra inévitablement de faire la différence. Donc, vous avez cette partie-là, comme je le dis toujours en EMC, dans la partie trop commun. Et effectivement, allez voir comment se structure une séance. Mettez les phases de mise en situation, mettez les phases de recherche, mettez les phases de mise en commun. C'est par ce type d'outillage-là que vous allez faire effectivement la différence. Mais évitez les parties 1, partie 2, partie 3, à moins que vraiment vous n'ayez pas le choix, mais c'est vraiment dommage parce que les outils sont là, utilisez-les. Alors, ensuite, placez-vous du point de vue de l'enseignant et du point de vue de l'élève lorsque vous préparez une séance. Voyez quelle sera la fonction de l'enseignant et la tâche des élèves. Voilà, n'oubliez pas de vous placer des deux côtés, au plus proche de la classe, au plus proche de ce que vous allez leur demander. Ensuite, évitez de nommer des outils qui seraient non explicités. C'est-à-dire que l'utilisation d'une grille d'analyse, et on ne connaît pas les composantes de la grille d'analyse. Alors, ça, c'est pas possible. Ne laissez pas la liberté au correcteur d'aller choisir lui-même ce qu'il mettrait dans ce type d'outil. Pareil, lorsque vous évoquez un album, ne pensez pas qu'un correcteur connaît tous les albums qui ont été édités. On connaît bien évidemment les grands classiques, mais on ne les connaît pas tous. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire le lien avec votre séance. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet album-là? Pourquoi est-ce que vous souhaitez l'utiliser? Et c'est bien en montrant que vous savez de quoi parle cet album que vous allez par exemple, pouvoir l'utiliser, pouvoir démontrer le lien qui sera fait. Ce sera pareil pour un album, mais ce sera pareil pour tous les outils que vous allez utiliser. Donc, ne les nommez pas sans les expliciter. Ne parlez pas de critères de réussite des élèves si vous n'explicitez pas ces critères. Ça n'a pas d'intérêt. Autant alors ne pas en parler. Si vous n'avez pas le temps, ne l'évoquez pas. Voilà. Ensuite, soyez pragmatique. Et ça, je reviendrai sur le même point que sur la partie théorique. Ne noyez pas vos séquences et vos séances dans des flots de syntaxe et de lexique qui amènent le correcteur à aller rechercher les objectifs au fin fond d'un texte, qui ne permet pas finalement au correcteur de se projeter dans votre séance parce qu'on est noyé dans un flot de texte et que ce n'est pas la façon la plus pratique de faire. Pour aller au plus pragmatique, par exemple, lorsque on vous demande de développer une séquence et de la contextualiser au sein d'une séquence, contentez-vous de mettre des objectifs pour les autres séances
de la séquence que vous ne développerez pas. Développez votre séance. Mais ne noyez pas tout ça dans un grand texte qui ne nous permettra pas d'aller finalement rapidement dans la séance et de nous projeter dans la séance avec les élèves. Voilà. Alors, voilà pour mes conseils. Donc, on attend vos questions maintenant sur la partie épreuve d'application. Alors, Stéphanie, Oui. la partie didactique est-elle plus importante que la partie théorique au niveau du barème ou sur le plan du barème? Alors, sur le plan du barème, c'est un peu une inconnue en fait. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on espère que effectivement les points seront notés. Sinon, ce sera à vous, comme je le disais, d'aller évaluer un petit peu en fonction des attendus. Ça va dépendre en fait du type de sujet. Ça, c'est une question à laquelle pour l'instant, on n'est pas tout à fait à même de répondre. Voilà. Alors, il y a des il y a des questions. questions. Oui, je te laisse les lire, Ghislaine. Si tu veux. Alors, comment peut-on… Alors, je remonte parce que c'est venu… Alors, la partie didactique. Est-ce que la partie didactique peut se faire sous forme de tableau pour présenter la séance ou la séquence? Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait faire un tableau. Je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup plus lisible qu'un texte et qu'on va vraiment pouvoir aller. C'est comme ça qu'on prépare quand on est professeur des écoles. C'est comme ça qu'on prépare la classe. Donc, c'est beaucoup plus lisible et ça parlera davantage au correcteur. Donc, c'est tout à fait possible d'utiliser un tableau. Alors, une autre question. Moi, je peux répondre à une petite partie, tu répondras à l'autre. Doit-on utiliser le jeu dans nos copies? Non, moi, je mettrais l'enseignant. Voilà. Donc, même dans l'épreuve d'application, vous ne pouvez pas dire jeu. Non. Alors, dans la partie français, pas du tout. Voilà. Non. En maths, c'est pareil. En maths, voilà, c'est réglé. La présentation d'une séance ou d'une séquence peut-elle se faire sous forme de tableau? Tu as répondu. Comment peut-on réviser ces matières? Est-ce qu'il faut mieux choisir dès maintenant une des trois matières? Alors, comment peut-on réviser ces matières? Alors ça, c'est toute la partie théorique. Alors ça, c'est une vaste question. En fait, vous avez effectivement dans l'épreuve d'application 3 grandes familles, c'est-à-dire histoire géo EMC, sciences et technologies et les arts. Et à partir de là, vous aurez donc en sciences, il y aura sciences et technologies. Par contre, en histoire géo EMC, il va y avoir soit histoire, soit géo, soit histoire, soit EMC, bref. Au sein d'art et histoire géo-EMC, il n'y aura que 2 composantes choisies pour l'épreuve, excusez-moi, que vous ne choisissez pas vous, mais qui seront d'emblée choisies par le sujet. Donc voilà, alors après, comment réviser ces matières, ça, c'est la partie théorique. Et il faudrait préciser votre question parce que là, ça paraît… il y a toute cette partie théorique, soit en sciences, soit en art, soit en histoire géo-EMC à reprendre. Voilà, pour le cycle 1, 2, 3. Voilà. Alors, il y a Gaëlle qui demande, est-il certain que nous aurons les programmes en notre possession ainsi que le socle commun? Alors, le socle commun, moi, je n'en suis pas sûre du tout. Par contre, les programmes, d'après les sujets zéro, oui. Voilà. Mais le socle commun, non. Et prenez connaissance des 5 domaines déjà et de leur titre et de ce qu'ils représentent, voilà, de ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des domaines, parce que je ne suis pas sûre du tout que le socle commun vous soit donné. Alors, il y a encore une question concernant les tableaux dont on parlait tout à l'heure. Il y en a qui se demandent s'ils doivent être en forme paysage ou portrait. Oh, ça, c'est à vous de voir. Hein. Tant que c'est clair, tant que c'est concis et qu'on arrive à s'y retrouver, ça, c'est vraiment une question de choix. Donc, le tableau en format paysage est admis, quoi. Tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Et ensuite, est-ce qu'il faut connaître les programmes de chaque cycle? Alors, les connaître par cœur, non. A priori, dans les sujets zéro, ils seront donnés surtout la partie des programmes qui sera concernée par le sujet. Par contre, savoir s'y référer, les utiliser, les fréquenter régulièrement, ça, bien sûr. Ok, ben, je crois qu'on a répondu à toutes les questions là.
alors, c'est pour toi ça, Ghislaine. En français, le complément d'agence s'utilise-t-il encore? Bien sûr, bien entendu. Pourquoi devrait-il ne pas exister? Bien sûr. Alors, le tableau ou la géométrie en maths doit être repassé au stylo. Or, le tableau, je ne sais pas, ou la géométrie en maths, non, pas nécessairement repassé au stylo, non. Alors, il y a Gaëlle qui redemande, je n'ai pas compris ce qui concerne les composants par application. Alors Gaëlle, je vais vous répondre. Et juste avant, il y a Angélique qui disait, est-ce qu'on aura les 3 sujets d'application sur la table? Oui, vous allez pouvoir choisir le domaine que vous voulez entre les 3. Gaëlle, alors au sein de la dominante art et histoire géo-EMC, il y a 3 composantes. Par exemple, en histoire géo-EMC, c'est très explicite. Vous avez l'histoire, la géographie et l'EMC. Sur ces 3 composantes, seules 2 vont être choisies sur le sujet. Voilà. Donc, vous aurez à travailler sur le sujet, soit l'histoire, la géo, soit l'histoire, l'EMC, soit l'EMC et la géo. Voilà. Ok. Voilà, moi j'ai répondu aux questions. Voilà, je ne sais pas si. Et donc en art, c'est pareil. Il y a 3 versants et donc vous allez en avoir 2. C'est exactement la même chose. Vous avez histoire de l'art, vous avez musique et le 3e m'échappe. Histoire des arts, musique et art plastique. Et art plastique, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, du coup, il va y avoir que 2 composantes sur les 3 qui vont être choisies. Alors, j'ai juste vu une question encore. Fanny, les objectifs de séquence-séance n'apparaissent pas dans les documents et du SCOL. Nous devons les créer vous-même? Oui. Les objectifs, c'est à vous de les écrire. Oui, c'est à vous de les créer. C'est les compétences qui apparaissent. Ok, bon, bah, écoutez, on va clore ce live. Là, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions, qu'on a pu réussir à vous rassurer. Donc un minimum. L'objectif, c'est que vous abordiez ces épreuves en ayant le plus de confiance possible en vous, en ayant du stress, mais un bon stress, c'est-à-dire un stress positif, pas un stress négatif. Donc voilà, et je remercie Stéphanie et Ghislaine aussi d'avoir participé à ce live. Et voilà, et nous vous remercions de votre attention et on vous souhaite bonne chance. Bonne chance à tout le monde. On pense à vous en tout cas. Voilà. On pensera à tout le monde le jour J. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oh.